L'enfant double. Grand-mère achevait de desservir la table. Elle l'essuyait, balayait les miettes qui jonchaient le plancher. Ensuite, elle venait s'asseoir près de moi. Parfois, reprenait un peu de café dans la cafetière laissée sur la cuisinière. Je ne suis pas raisonnable, disait-elle en prenant l'air d'une fillette grondée. Peut-être ce soir, je ne pourrais pas m'endormir. Quelquefois, elle rouvrait le journal. Son regard errait d'une page à l'autre comme si elle avait pu comprendre les titres. Si je faisais mine de vouloir lire, elle refermait le populaire, le replaçait sur le coin de la machine à coudre où Jules Rex l'avait abandonné. Non, le journal, c'est pas pour les enfants. C'est trop triste. C'est les accidents, les batailles. Mais ce serait... Je pourrais le lire pour toi. Te le lire. Oui, peut-être. Quand tu seras grand, toi, tu me le liras. Un jour, sans doute, j'ai dû demander « Pourquoi tu sais pas lire ?» Et elle m'a raconté cette fois, comme tant d'autres fois, son enfance. Le bonheur des premières années à la métairie des Jaladas où régnait le père. Les jeux avec ses garnements de frères, Marcelin, Jeannet, Henri, Aubin, la vaillance de la jeune mère. La pauvreté aussi, mais on mangeait à sa faim. Et la tendresse était là, si chaude, et l'émerveillement devant les prés, le canal, les bois, les animaux, les nuages, les oiseaux. Ce bonheur eût-il duré? Peut-être aurait-elle fini par aller à l'école, malgré les craintes du père ingénu à l'égard du savoir, de la lecture, de l'écriture. Père Meignier conseillait les maîtres du domaine. Vous ne savez ni lire ni écrire, vous. Est-ce que cela vous empêche d'être un bon métayer? Faites-en de bons laboureurs de ces enfants. Pourquoi les envoyer à l'école? La mère, elle, aurait voulu que sa Louise apprît à lire. Mais voilà. Le malheur était sitôt venu et la misère, plus question alors plus jamais de devenir écolière pour la fillette contrainte d'être servante, loin des siens, à 7 ans. Comme ils étaient tristes, les yeux couleur de noisette. Cependant que grand-mère me parlait de cet enfant d'autrefois, il me semblait la sentir près de moi, j'aurais voulu la serrer dans mes bras pour la protéger, pour la consoler. Plus grave encore se faisait le beau regard lorsqu'elle disait « Pauvre père, il n'y avait pas de meilleur homme, ni plus honnête, le propriétaire chez qui il travaillait lorsque nous avons eu quitté les Jaladas. Un infirme et son couple de domestiques, 3 démons. Ils avaient écrasé avec leur voiture un fermier voisin. Ils auraient voulu que mon père fasse un faux témoignage, dise que le fermier avait bu, qu'il s'était jeté devant la voiture. Tu penses, jamais mon père n'a voulu. Alors il lui en a fait tant et tant de méchanceté qu'il en devenait fou. À la fin, il a quitté la métairie avant les récoltes. Ça a été la ruine pour nous, la misère noire. Dans le faubourg de Saint-Yrieix, où l'on est venu habiter, pas d'argent, rien à manger. Ma mère nous laissait au lit pour qu'on ait moins faim et moins froid. Le père courait toute la journée pour chercher du travail. Quand il rentrait le soir, il me paraissait vieux. Parfois, il ramenait un seul sou, qu'il posait sur la table. De mon lit, je voyais son dos voûté, secoué de soubresauts, et je devinais qu'il pleurait. Les yeux noisettes regardaient loin, en eux-mêmes, si loin. Une fureur m'envahissait. J'aurais voulu être grand, être fort. J'aurais voulu revenir aussi dans ce temps si loin que contemplaient les beaux yeux. Et là, je les aurais écrasés, tous les méchants. J'aurais sauvé la fillette affamée, et son père et sa mère. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te raconter ça, vieille bête que je suis? Ah oui, tu demandais pourquoi je ne savais pas lire. Elle restait un moment pensive, me souriait. Tu sais, petit, tu as de la chance, toi, d'aller à l'école. Quand ça t'ennuie de rentrer en classe, d'apprendre une leçon, de faire un devoir, crois-moi, dis-toi qu'au contraire, c'est une chance, tu verras. Ça t'aidera. J'en doutais fort. Je me disais que grand-mère Louise croyait cela justement parce qu'elle n'avait jamais connu, elle, le poids accablant de l'école. Par exemple, quand il fait beau, qu'on aimerait tellement mieux jouer dans le jardin de la route d'Ambazac. Mais si mon regard croisait celui des yeux noisettes, clairs et désarmés comme devait l'être le regard de l'enfantine servante privée de pain, j'avais honte de mon ironie et je répétais en moi-même
J'ai de la chance d'aller à l'école. J'ai de la chance d'aller à l'école. On est vraiment stupide de ne pas pouvoir lire, reprenait-elle. Tu as vu, je ne sais même pas ce qui se passe en ville ou ailleurs si ton grand-père n'a pas le temps de me dire ce qu'il lit dans le journal. Elle riait légèrement. Oh, mon frère, Jeannet, à un moment, il a bien essayé de m'apprendre. Quand il était malade, jeune, quand sa jambe était malade et qu'il devait rester allongé. Mais moi, j'avais trop de choses à faire à la maison, et encore, quand j'y étais, quand je n'étais pas placée. Alors, on n'est pas allé loin. Elle baissait le front, comme prise en faute. Et puis, que veux-tu, je dois avoir la tête trop dure, ça ne peut pas rentrer. Plus tard, Jules, pépère Jules, il a dit lui aussi qu'il allait m'apprendre. Il n'a pas tardé à abandonner la partie. Que s'est-il alors passé? Et je continuais un instant à voir en ma grand-mère, au lieu de la femme que je vénérais et dont la tendresse me comblait, l'enfant que ses propos m'apportaient comme une amie ou une sœur à protéger, à aider? Ou bien le vertige m'a-t-il poussé? Ce vertige qui me prenait de n'être là aujourd'hui que le garçonnet sans pouvoir, au lieu de l'adulte tout-puissant que j'aurais voulu être dans le passé pour venger et pour sauver la petite Louise et les siens. Je ne sais plus, mais j'ai dû dire « Moi, je vais t'apprendre à lire. » Et elle, comment a-t-elle pu croire cet enfant, cet écolier? Pour cela, n'a-t-il pas fallu qu'elle redevienne elle-même un instant la bergère d'autrefois qui rêvait de pouvoir déchiffrer les almanachs de ses frères? N'a-t-elle pas oublié la femme, vive, vaillante, que peu d'années encore séparaient de la cinquantaine, et dont l'existence depuis si longtemps avait subi tant d'épreuves? Ou bien a-t-elle eu souci de ne pas me décevoir sur le moment, tout en se disant au fond d'elle-même « Demain, il l'aura oublié ». Je n'ai pas oublié. Rue Bernard Palissy, j'ai retrouvé mon abécédaire de la classe enfantine. Comme mon arrivée à l'école devait me paraître lointaine, 2 ans déjà. Le mercredi ou le samedi suivant, j'ai apporté, route d'Ambazac, le maître-livre, le Régimbault. Et les leçons de lecture ont commencé. Il me semble, comment vérifier en soi la mémoire du cœur, il me semble que tant que durait la leçon, pour ma grand-mère et pour moi, les ans, ni la vie, l'enfance, ni l'âge, rien ne faisait plus différence entre nous. Et sans doute l'un et l'autre apportions-nous la même ferveur dans cette rencontre. Elle pour tenter d'apprendre, de recevoir, moi pour que ces lettres, ces syllabes, ces mots, je parvinsse à lui en communiquer la clé. Mais ces signes qui me paraissaient si aisément reconnaissables, bien souvent mon élève demeurait comme aveuglée et muette devant eux. Alors je lui rappelais les images qui accompagnaient les lettres dans le livre. L'âne pour le A, le pont pour le P. Ou encore j'essayais d'inventer d'autres visions familières plus proches du dessin de chaque lettre. A comme une échelle double, les 2 bosses du B. Mais voilà que ce même B, lorsqu'il n'avait plus la dignité de la majuscule, du même coup perdait l'une de ses bosses et que ma grand-mère le confondait avec le D. Et combien de lettres ne ressemblaient à rien? Tu vois, petit, je suis trop vieille et trop bête, je n'y arriverai pas, je te fais perdre ton temps, va jouer, va. Ou bien tu as peut-être des leçons à apprendre, toi, et au lieu de cela, je t'empêche de les lire. Je m'obstinais cependant. Je lui affirmais qu'elle progressait, qu'au début c'était ainsi, on avait l'impression de rester sur place, mais bientôt elle verrait. À sa grande surprise, tout deviendrait facile. Combien de temps dura mon enseignement? 1 année, 2 ans, je ne sais plus. Toujours est-il que d'un jeudi à un samedi, d'un dimanche à un mercredi, nous reprenions notre travail, joyeux et fiers lorsque les lettres puis les mots se laissaient capturer, apprivoiser par l'apprenti, découragés quand lettres et syllabes refusaient de se lier, malgré l'attention désespérée qu'elles leur portaient. Et lors d'une leçon où tout allait bien, enthousiaste, je m'écriais, et puis après, je t'apprendrai à écrire. Je ne le fis pas, jamais. Ni même ne poursuivis assez longtemps pour lui apprendre à déchiffrer l'écriture manuscrite. Sans doute, au fur et à mesure que je grandissais,
des distractions devaient m'écarter peu à peu de cette patience que j'apportais d'abord dans nos leçons, et puis à l'école, ma propre charge de leçons et de devoirs allait croissant. Quant à mon élève, tous les jours, tous les soirs où j'étais loin d'elle, elle s'appliquait à revoir, à relire les pages que nous avions étudiées ensemble le jeudi ou le samedi précédent. Ta grand-mère, elle ne parle plus, c'est tout juste si elle prépare les repas. Quand je rentre de l'usine, je la trouve toujours plongée dans l'alphabet. Pépère Jules riait en me disant cela. Je m'inquiétais. Elle a raison, il ne faut pas l'empêcher de lire. Elle me rassurait. Je sais bien qu'il blague toujours. Au contraire, il m'aide. Quand je ne reconnais pas une lettre, je lui demande. Combien ce devait être ingrat pour elle, toutes ces heures passées devant des signes rebelles, des phrases insipides, conçues pour des écoliers. Elle s'acharnait, pourtant. N'était-ce pas avant tout par amour? Elle voulait faire honneur à son professeur de 7 ans. Avait-elle peur aussi qu'en abandonnant la partie, après avoir vu quel sérieux j'apportais dans mon rôle d'instituteur et quelle confiance j'avais en elle, elle m'incita à la méjuger, à la croire sotte? Jamais pourtant ne m'effleura le moindre dédain lorsque la fatigue de la journée ne lui permettait plus, le soir, de répondre correctement aux énigmes que je lui désignais du doigt sur l'abécédaire. Je ne songeais pas à mettre en balance cette mince ignorance, avec le merveilleux savoir dont elle me faisait partager le trésor, celui des récits de son enfance, celui des contes de fées ou des légendes limousines, et celui des gestes quotidiens par lesquels elle s'ingéniait à me rendre la vie plus douce que celle d'un enfant de riche. Lorsque mon élève me parut lire, sans commettre trop d'erreurs, non plus seulement les lettres, puis les mots, mais les phrases présentées dans le Régimbaud, j'affirmais de nouveau qu'à présent, j'allais lui apprendre à écrire. Hélas, la main dont j'admirais l'habileté pour tirer l'aiguille ou pour tresser quelques joncs en forme de grelots, la chère main tailladée, crevassée par les travaux d'autrefois dans les fermes et les usines de porcelaine et par les lessives d'aujourd'hui. La main dont la caresse sur mon front ou ma joue était si tendre ne parvenait pas à maîtriser le porte-plume. Trempée dans l'encre violette, la plume sergent-major crissait terriblement sur le papier, les maudites lettres perdaient toute apparence reconnaissable sous les taches, les griffures ou les dérapages du trait. L'étudiante se désespérait. « Bête je suis, bête je resterai », disait-elle. Elle ajoutait « Je continuerai à signer avec une croix ». Cette fois, je sentais la partie trop forte pour nous. Je tentais du moins de m'accrocher à cette possibilité de signature dont grand-mère Louise semblait rêver. Si ma mémoire ne m'abuse, mes nouvelles leçons lui permirent d'esquisser, fort gauche, les 2 ou 3 premières lettres de son prénom et la première lettre de son nom. Je l'étonnais en lui disant qu'elle pouvait compléter ces signes avec un simple trait, que c'était ainsi, les signatures des grandes personnes n'avaient pas besoin d'être lisibles. Elle s'entraîna un certain temps à couvrir des pages et des pages de Lou, R, et plus tard, elle dut bien avoir l'occasion d'apposer cette marque sur quelques registres des PTT. J'essayais également de lui faire déchiffrer l'écriture, mais entre la lettre d'imprimerie et la lettre manuscrite, il y avait à ses yeux tantôt convergence, tantôt divergence. Et ce flottement l'irritait, l'égarait, tellement qu'à la fin, elle me demanda de la dispenser de ce nouvel enseignement. Vois-tu, petit, au lieu d'en savoir davantage, ces lettres écrites m'embrouillent, je n'arrive pas à les reconnaître, elles me font oublier les lettres du livre. Si on continue, je risque de ne plus savoir lire. Je cessai donc de faire le maître d'école. Je me suis demandé, devenue adulte, si réellement ma grand-mère avait alors souhaité mettre ainsi un terme à nos leçons, ou si elle pressentait que ma patience enfantine s'épuisait et que bientôt je ne porterais plus autant de ferveur à tenter de lui communiquer ma science. Du moins, l'élève, privé de maître, ne manqua pas de poursuivre ses premières études. Que de fois, à la veillée, je l'ai vu s'appliquer à déchiffrer les titres du journal. De temps à autre, elle me demandait mon aide. Les soirs où je restais chez mes parents, c'était à mon grand-père qu'en cas d'incertitude sur une lettre ou sur un mot, elle faisait appel.
Elle épelait les titres lentement, à mi-voix. Au fur et à mesure qu'elle progressait, son chuchotement se faisait de moins en moins perceptible. Vint le temps où seul le sifflement des S rythmait sa lecture. Des titres, elle passa à la lecture des articles. Elle se plaignait lorsque ceci était un peu long de ne plus se souvenir du début en parvenant à la fin. Puis sa mémoire, peu à peu, s'adapta. Et un jour, à ma vive surprise, je la vis lire une brochure à couverture illustrée. On y voyait une femme, les bras levés, la bouche ouverte, au plus fort d'une scène tragique. C'étaient les deux vieilles tapies dans leur loge au bas du jardin qui avaient prêté ce roman. Désormais, elle devait passer à ma grand-mère maintes œuvres du même genre. Quand Jules Rex voyait sa femme se plonger dans ses livres de 4 sous, il maugréait. « Ma pauvre Louise, c'était bien la peine d'apprendre à lire. Tu parles d'histoires à dormir debout. Ceux qui les écrivent, ceux qui les impriment, ceux qui les vendent. Ils se moquent de toi, ils se moquent de nous. Ce qui les intéresse, c'est d'abrutir les ouvriers ou leurs femmes, et en même temps de gagner des sous sur notre dos. » Elle protestait. C'est une très jolie histoire. Il y en a, je dis pas, c'est pas toujours bien malin, mais d'autres me plaisent, oui. Et puis pour connaître la suite, ça m'oblige à faire un effort, à lire régulièrement. Comme ça, je n'oublierai pas ce que le petit m'a appris. Grand-père haussait les épaules. Ce qu'il aimait lire, lui, à part le populaire du centre, c'était les magazines scientifiques. La science et la vie, si je ne me trompe. Il nous montrait les images en les commentant, d'étranges animaux, des vues des pays lointains, des machines. Les machines. Elles étaient la passion de Jules Rex. Il étudiait leurs plans dans sa revue, se souvenait de leurs caractéristiques, de leur puissance. Il aurait aimé en inventer, en fabriquer. Il avait lu qu'en Russie, on élevait un barrage gigantesque sur le Dniepr. Ça, petit, me disait-il, c'est l'avenir. Les ouvriers avec les ingénieurs, en fabriquant des machines, toujours de nouvelles machines, en installant des barrages, des centrales électriques. Tu verras, les machines feront tout le travail quand il est pénible. Ils ont compris ça, en Russie. Le barrage en Russie, il est plus grand que la nouvelle gare ? Jules riait. Oh oui, il doit être 1000 fois, enfin non, enfin je sais pas, peut-être 10 fois plus haut, mais petit, on ne peut pas comparer. Pouvait-on imaginer un chantier plus vaste que celui de la gare en construction ? À la belle saison, grand-père m'y conduisait le soir, afin que d'une semaine à l'autre, nous puissions juger des progrès des travaux. Une haute, étroite tour métallique dominait le chantier. À cette heure-là, déserte, elle s'élevait vers le ciel assombri où s'éteignaient des lueurs rougeâtres. Je regardais son sommet jusqu'à ce que le vertige me prit. Au moment où je fermais les yeux, il me semblait voir de minuscules ouvriers agrippés à la cime. La journée, les ouvriers travaillent sur la tour, bien sûr. Ils ne tombent pas. Quelquefois, il y en a qui tombent. La semaine dernière, un ouvrier, son pied a glissé sur une poutrelle. Il était jeune. Il s'est tué. C'est le 5e depuis qu'ils ont monté cette tour. Tu l'as vu tomber ? Non, j'étais à Lucine. Ce sont des cheminots qui l'ont vu, des camarades du père de Madeleine. Et puis le journal l'a annoncé. Mais pourquoi ils travaillent encore sur la tour ? Pourquoi ? Ils n'ont qu'à plus y monter. Jules soupirait. Ah, que veux-tu ? C'est leur travail. C'est leur gagne-pain. Nous faisions quelques pas en silence. Je me retournais pour jeter un coup d'œil à la tour meurtrière. Grand-père s'arrêtait. Lui aussi contemplait de nouveau la tour. Squelette de quel monstre ? Et puis reprenait-il d'une voix plus ferme, il faut bien qu'elle soit construite, cette gare. Je pensais à cette gravure d'almanach qu'un jour il m'avait montrée. On y voyait un château médiéval,
Sur le toit d'une tour, un couvreur posait des ardoises, et du haut du donjon, un seigneur, en riant, armait son arbalète et visait le malheureux artisan. Comme elle m'avait paru changée, si sourde, la voix de Pépère Jules. Tu vois, petit, pendant des siècles, pour s'amuser, pour un oui, pour un non, pour rien, les seigneurs pouvaient tuer des couvreurs, des maçons, des paysans. Et pourtant, sans les ouvriers, sans les maçons, sans les paysans, ils n'auraient rien été, les seigneurs. Ils n'auraient rien eu, ni château, ni armes, ni blé. À ma grand-mère. Mes rois, ceux de ma prière, feuillardier, bergère, tambour, mes rois me nommaient, errant par des pays de collines. Je sais leur fidélité, leurs blessures de labour, et ces reflets de fontaine, drapés contre leur jour, qui faisaient luire un enfant gauche au parvis des usines. Je serre vos mains, fuis le secours transparent des eaux, mains poussées comme avance une tigelle de sureau, tendre, élevant un duvet de terre devant elle, vouée à l'écorce tailladée où fondent les grêles, mais pleine d'une moelle de douceur, mains de mes rois. À l'orée d'une moisson se balancent vos visages, et cette aimée forêt de cieux, lande des nuages, que ce souvenir, au cœur plus campagnard de la chair, de vos regards, pauvres rois, de vos ombres dont la mort a jonché les chemins où s'abreuve votre village. Le bain noir. En débouchant sur la vaste esplanade en pente où se tenait le champ de foire, les premiers rangs du cortège eurent un moment d'hésitation. Là-haut, devant la prison, l'infanterie se tenait prête à charger. Mais les milliers d'ouvriers qui continuaient à grimper la côte et qui ne voyaient rien d'autre que la foule qu'ils composaient bousculèrent la tête du cortège. Rien n'arrêterait ce flot aveugle, obstiné qui montait au son de l'Internationale, rien ne l'arrêterait que le mur de la prison. Alors, ceux qui ouvraient la marche comprirent qu'il leur fallait surprendre l'armée pour l'empêcher de s'élancer à leur rencontre. En criant, ils se mirent à courir et derrière eux, la masse suivit. Bientôt, le champ de foire entier fut envahi comme si toute la ville s'était rassemblée sous ses platanes. La troupe, baïonnettes croisées, gardait la muraille et la haute porte de la maison d'arrêt. Des jeunes tentèrent de desceller les longues, lourdes barres de fer qui, d'une borne à l'autre, servaient les jours de foire à attacher le bétail. 10, 20, 30 hommes s'arc-boutaient, tirant sur une barre. Bientôt, armés de ces leviers, ils s'avancèrent sur la troupe, cependant que d'autres faisaient voler les pavés. Catherine avait pu s'adosser à un platane face au portail de la prison. Elle tenait ses mains en arrière et agrippait l'arbre comme si elle lui voulût se fondre en lui. Des pieds à la tête, elle tremblait. Il lui semblait que le tronc tremblait avec elle et que sous ses pieds, la terre vacillait. Elle vit des soldats tomber, d'autres lutter à coups de crosse. 2 jeunes gens passaient près d'elle, soutenant sous les bras un homme au visage ensanglanté. Une nouvelle vague hérissée de barres de fer s'élança contre la troupe. En même temps, toute la foule entonnait de nouveau l'Internationale et derrière la muraille, les prisonniers reprenaient l'hymne. Aurélia chante peut-être, sa voix répond, sa voix m'appelle. Le chant de révolte paraissait à Catherine d'une tristesse infinie. Soudain, il fut interrompu par une clameur triomphale. De part et d'autre du pénitencier, les soldats fuyaient en débandade, poursuivis par les émeutiers. L'un fut rattrapé, des commères le jetèrent dans un vieil et vaste abreuvoir qui occupait le coin du foirail.
Il sortit du bassin tout dégoulinant, l'uniforme raidi et plissé par l'eau. Les bonnes femmes se tenaient les côtes pour rire. D'autres ouvriers blessés et sanglants étaient ramenés en arrière. Le tramway. Les visages se tournaient vers le véhicule qui, faisant grincer les freins, s'arrêta pile à l'entrée du champ de foire. Il tombe bien celui-là avec son tramway. Les gars, si on le sortait des rails, si on le renversait en travers de la rue, c'est une idée, ça verrouillerait le foirail, surtout qu'ils vont nous envoyer la cavalerie pour venger les fantassins. Le tram, en barricade, il faut le renverser. Cédant toujours de leur part de fer, ils eurent au fait de faire pivoter l'engin, puis de le coucher dans un grand vacarme de tôles fracassées et de vitres brisées en travers de la rue. Ils revinrent en riant. La place prenait maintenant un air de fête sauvage, les drapeaux se balançaient comme pour une danse. En l'air, une roue du tramway continuait à tourner, folle. On avait enlevé les blessés. Des bandes de jeunes se faufilaient à travers la foule, en sifflant. Puis les manieurs de bar se rassemblèrent de nouveau devant la porte de la prison. 10 par tige d'acier. Ils s'alignèrent sur 8 rangs. Un autre groupe de même nombre se tenant un peu en arrière, prêt à intervenir. Un commandement retentit. Catherine crut comprendre pour leur liberté, ou bien la liberté. Et tout de suite après, allez, le premier groupe prit son élan, les béliers frappèrent en même temps le haut portail, qui craqua comme un vieil arbre sous l'éclair, mais résista. Le second groupe courut à son tour et heurta de ses 8 barres le bois clouté de fer. On dirait le canon, pensa Catherine. Elle était épouvantée et émerveillée. Il lui semblait assister à une lutte de l'humanité tout entière contre un géant de pierre, de bois et de fer. La porte va voler en éclats. Derrière, je vais voir Aurélien. Je vais voir Français. Libres. Ils vont être libres. Nous allons envahir leur sale prison. Nous allons les embrasser et pleurer, pourvu que Pierre soit ici et qu'il entre l'un des premiers et qu'il me fasse entrer avec lui. Au 4e essai, les assaillants commencèrent à désespérer. Catherine sentit la lassitude gagner la foule autour d'elle. Elle aurait voulu trouver un moyen nouveau pour attaquer la porte. Elle aurait voulu prendre la tête du carré offensif. Elle essaya de lâcher l'arbre derrière elle, mais du vide se cramponnait de nouveau pour ne pas tomber. Je rêve donc. Elle se demanda encore si elle ne rêvait pas. Lorsqu'elle vit s'avancer sur un chariot un énorme tronc d'arbre qu'une 40aine d'hommes poussaient depuis le fond du champ de foire. Le chariot fut placé devant le portail, puis, en courant et en hurlant, une foule, accrochée au bas-côté et à l'arrière du véhicule comme une grappe de bras et d'épaules, le lança. Les 2 portants cédèrent à la fois, l'un s'abattit à l'intérieur, l'autre resta retenu dans le vide par un seul gond. Toute l'esplanade ne fut plus qu'un prodigieux cri de joie. Catherine écoutait. Elle avait fermé les yeux. Elle n'osait pas regarder cette forteresse ouverte. Elle revoyait en elle-même le mur aveugle du couvent à la Noailles, qu'enfant, elle ne longeait pas sans terreur, car on l'apitoyait sur le sort des prisonnières volontaires qui, derrière, attendaient la mort. Ce fut le silence brusque qui la força à lever les paupières. Comme elle-même, tous découvraient avec stupeur la cour de la maison d'arrêt pleine de soldats, le fusil à la main. Un officier se tenait sur le côté. Il va leur ordonner de tirer. Nous allons être massacrés. Il n'est pas possible qu'ils ne fassent pas tirer. Tous, autour d'elle, attendaient, comme au fond d'un rêve où l'horreur pétrifie, où l'on voudrait fuir, mais les jambes demeurent de plomb. Au lieu de donner l'ordre de mort, ce fut aux grévistes que l'officier s'adressa. Catherine était trop loin pour comprendre. « Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ?» répétait Tournevent elle. Au bout de quelques secondes, le bruit circula que l'officier aurait fait appel à la raison des émeutiers. Il avait les fusils, et eux leurs barres de fer et leurs cailloux. Il ne pouvait ni reculer, ni leur laisser franchir le seuil du bâtiment qu'il avait pour mission de défendre.
il leur demandait de ne pas le contraindre à faire usage de ses armes. Un comité, face à la porte défoncée, discutait encore de la décision à prendre, lorsque l'aile gauche de l'immense foule sembla se replier et tomber sous une poussée irrésistible, cependant que surgissait à l'entrée du foirail, par une avenue tracée entre un jardin public en terrasse et les maisons qui jouxtaient la prison, une forêt de baïonnettes. Devant cette apparition imprévue, la masse, qui déjà se jugeait victorieuse, fut prise de panique et reflua vers le bas du champ de foire. Des hommes, des femmes tombaient, les autres les piétinaient. Un roulement de tambour retentit, puis le claquement des fusils qu'on arme, une sommation comme un aboiement rauque, un autre aboiement, et le tonnerre sec. Catherine entendit les balles se loger en sifflant dans le platane au pied duquel elle s'était couchée. Ne marchait-elle pas depuis des heures, depuis des jours, derrière cette voiture noire, derrière cette montagne d'œillets et de roses rouges? L'odeur poivrée, l'odeur suave comme d'un jardin au seuil de l'été, comme le jardin de Français parfois, les soirs de juin, quand l'air se gorgeait du parfum des bordures et des massifs. L'odeur de la mort, de la fête mortuaire, de la défaite, fardée et solennelle. Quand la rue ou le boulevard ou l'avenue tournait, du coin de l'œil, Catherine mesurait derrière elle l'interminable cortège, comme un fleuve large, sombre, remontant des ponts et traversant toute la ville, jusqu'à la colline, là-bas, où la tombe maintenant était creusée. Combien? 60? 80 000? 80 000 frères et sœurs du jeune homme assassiné. 80 000 tués à travers lui. Pas d'agents de police, pas de gendarmes, pas de soldats. La ville appartenait à ce mort et à son peuple qui le suivait une dernière fois, comme il l'avait suivi jadis du temps où il portait le drapeau noir de la Révolution. À sa droite, à la droite de Catherine, et pesante à son bras, cette forme voûtée dans des voiles, c'était Toinon. On avait pu la faire rester dans sa chambre. Étouffant ses sanglots, trébuchant, elle se traînait. Elle s'était aussi obstinée à porter le deuil, comme si elle avait été l'épouse du disparu. Nous voici toutes deux veuves du même amour. La vie d'abord me l'a interdit, la mort maintenant l'enlève à Toinon. Veuve, mais pour elle il était l'avenir, pour moi un passé qui survivait. Nous voici toutes deux blessées, blessées à mort par cette balle qui t'a tué, Pierre, qui a percé ton front. Pourquoi ne s'est-il pas jeté à terre? Ils disent qu'il est resté debout, la face tournée vers les fusils. Ses camarades lui reprochaient de les abandonner, il faisait semblant de croire qu'il avait peur, qu'il ne portait plus devant eux son drapeau par lâcheté. Le voilà aujourd'hui penché comme moi, comme Toinon, penché et noir comme une veuve. Ton étendard, le drapeau que j'avais recousu pour toi en souvenir, le voilà au milieu des autres, rouge et noir, pour t'accompagner. À tes camarades, tu as voulu montrer qu'ils mentaient, que ce n'était pas la peur qui t'éloignait. Tu n'as pas voulu te jeter par terre comme eux tous, comme nous tous. Jamais Toinon ne pourra tenir jusque là-haut, c'est de la folie. Pauvre, ma pauvre Toinon. Pourquoi tu fais ça, Pierre? Pourquoi? Tu n'es mort pour rien. Tu n'avais pas le droit. Tu savais bien que tu ne devais pas manquer à tes amis, que tu ne devais pas nous manquer. Pardon, Pierre, pardon. Ils disent qu'on va libérer les prisonniers à cause de ta mort, parce que la mort fait peur. Tu as été plus fort à toi seul. Ta vie a été plus forte que ces milliers d'hommes qui te suivent en pleurant. Elle aurait voulu ne pas penser, ou plutôt n'avoir désormais qu'une seule pensée. Pierre est mort, mais les idées, mais les mots tournaient dans sa tête, elle ne parvenait pas à les chasser. De même, la foule, muette au départ du cortège, se mettait à bavarder au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la maison mortuaire. C'était comme un immense, étrange chuchotement qui s'avançait à travers la ville silencieuse. Ils disent que tu as des frères partout dans le monde.
Ils disent que là-bas, je ne sais où, en Russie, il y a une ville qui porte ton nom. Je ne sais plus comment ils l'appellent, Léonard Mouchu. La ville de Pierre. Ils disent que là-bas aussi, cette même année, on a tiré sur les ouvriers. Des centaines et des centaines de morts. Tu as été assassiné, Pierre. Des centaines de fois, ici et là-bas. Ils disent que tu seras vengé, que là-bas aussi les morts seront vengés. Ils disent que du sang versé viendra l'espoir. Qu'est-ce que c'est l'espoir ? Puisque tu n'es plus là. Ça et là, on rencontrait les vestiges des batailles des jours derniers. Usines aux vitres crevées, débris de barricades, voitures renversées. Des gamins quittaient un instant le défilé pour courir jusqu'à ces ruines, puis reprenaient leur place. Aux environs de l'hôtel de ville, le cortège passa devant une chapelle, précédée d'un jardin. Derrière la grille se dressait une croix, haute de 2 mètres. Mais le Christ de pierre n'y était plus cloué. Il gisait en morceaux au pied du calvaire. Sa tête de granit gris se penchait sur l'épaule fracassée. Des femmes dans le cortège se signèrent. Des hommes ricanaient. Un voisin de Catherine lança un long jet de salive vers le crucifié. La jeune femme ne put réprimer un mouvement de pitié et de souffrance dans son cœur. Il lui semblait que ce Christ 2 fois martyr, 2 fois détruit, était pareil à Pierre. Pierre qui peut-être avait perdu sa foi dans les hommes avant qu'il ne lui ôte la vie. Jésus n'était pas responsable de ce qu'on ferait plus tard en son nom. Ainsi, Pierre répondait à d'Artois qui attaquait la religion. Il ajoutait, c'était l'ami des hommes, mais déjà un révolutionnaire, un grand, peut-être le plus pur. Catherine se remémorait ces paroles. Elle croyait entendre le son un peu rauque et tendre de la voix. Elle étouffait un sanglot en même temps que montait en elle, avec l'insoutenable sentiment de détresse devant l'ami si proche et pourtant perdu, une bouffée de colère contre le Dieu mutilé. Il lui semblait que le geste sacrilège qui avait brisé le Christ répondait à cette même peine et à cette même horreur qui, à ses larmes, mêlait la brûlure d'une aride révolte. Elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à la tête divine tombée dans la boue. Et ce furent la peine, la nostalgie qui l'emportèrent. Elle laissait couler ses pleurs en silence. Elle y trouvait presque une secrète douceur. Un vieux chant oublié que chantait sa mère au temps de Pâques revint gémir en elle. Elle ne savait plus si les paroles, c'était au Christ qu'elle s'adressait ou à Pierre. Elle était cette mère agenouillée au pied du mort. C'était son enfant, l'enfant de son amour refusé, ce jeune mort sur qui la complainte ancienne se lamentait, sur qui elle, Catherine, avec les mots d'autrefois, avec les mots de la Mère de Dieu, se lamentait. Entero tu mai, quante m'attachavo, demandait le Christ abandonné. Et la Vierge répondait, au pied dello cru, io puravo, et de mo pieu ruseu, lo tesuvavo. Et Catherine se voyait, penchée sur le corps de Pierre, toute sa chevelure épandue sur la poitrine, sans souffle. La Vierge, de ses cheveux blonds, essuyait les larmes de son fils. De sa chevelure de nuit, Catherine, elle, eût voulu faire un tombeau où se serait fondue la dépouille du jeune ouvrier. La brume qui enveloppait la ville de grisaille au début de la matinée se dissipait peu à peu. De grands trous bleus apparaissaient dans le ciel. Une enfant en Catherine se disait « L'âme de Pierre s'envole par ses portes bleues. » Et Catherine pensait « Son âme, c'était sa vie, son sourire, sa façon de regarder, de parler, d'écouter, de rider son front lorsqu'il se montrait attentif, presque soucieux, comme s'il voulait se faire proche, encore plus proche de celui qui l'écoutait, comme s'il voulait devenir moi-même quand je lui parlais de mon enfance. Et maintenant, il n'est plus nulle part, ce n'est pas lui qui est dans cette voiture, et son âme n'est pas dans ce vide bleu là-haut, il n'est nulle part, il n'est qu'en moi, dans mon souvenir.
Il y est si fort qu'il veut vivre, bouger, parler, regarder, qu'il me tue à force de vouloir vivre en moi. Je suis son âme, je suis Pierre. Et Toinon aussi, c'est Pierre. Et tous ses amis, et toute cette ville en deuil qui marche, c'est encore lui. Et cette autre ville que je ne connais pas en Russie, la ville de Pierre, il cogne en moi, il se déchire, il me déchire comme un enfant qui voudrait naître de moi, mais je suis son tombeau, Pierre. Ce n'est pas possible, c'est comme si tu n'avais pas été, c'est comme si j'avais eu un rêve où il y avait quelqu'un avec ton corps, avec ta figure, avec ta voix, avec tes pensées, et je me réveille, et le rêve est encore si près qu'on ne peut pas croire qu'il est fini. Il suffirait de fermer les yeux pour y entrer, pour te retrouver. Non, non, c'est maintenant que je rêve, c'est un cauchemar, ce n'est pas possible, pas possible. Je vais me réveiller, je vais ouvrir les yeux, je vais te voir. Le soleil brillait au-dessus du cimetière, la terre fraîchement remuée sentait le printemps. Sur les tombes, des arbustes étaient tachetés, ça et là, de tendres bourgeons. Il y eut des discours. Catherine entendait, sans les comprendre, des mots qui entouraient comme des mouches le nom du mort. Liberté, la lutte, Pierre Coutil, le prolétariat, la justice, le courage, les travailleurs, fraternel. L'exemple le plus haut, Pierre Coutil. Jamais nous faisons le serment, vengeance. Chers camarades, le patronat, les bourreaux du peuple, à la fleur de l'âge. L'année 1905 restera le symbole. Ici et sur toute la terre, dans toute l'Europe. Un héros, Pierre Coutil. Ton nom gravé dans nos mémoires. Comme Toinon était lourde, appuyée de tout son poids contre l'épaule de Catherine. Perché sur un tertre d'Artois, maintenant, on parlait avec de grands gestes. Qu'est-ce que c'était tout cela? Ce cimetière envahi, ce ciel à présent radieux, l'odeur humide de la terre, les paroles, les gestes. Qui était mort? N'étaient-ils pas tous morts? Où étaient-ils? Les sanglots de cette femme en deuil accrochée à elle comme une noyée. Je le dis tout net, demain. Demain. Il y aurait donc d'autres journées, d'autres saisons. Ton sacrifice, Pierre Coutil. Oh, Pierre, me voici, où étais-je? Me voici, je ne veux pas voir cette caisse où ils t'ont caché, qu'ils descendent dans la terre avec leurs mains rougies, avec leurs cordes, comme un meuble qu'on déménage. Oui, toi, non, appuie-toi sur moi, ma sœur, ma fille. Et moi aussi, je suis cette poignée de terre, je suis cet œillet rouge qui tombe dans la fosse. Adieu, Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Aidez-moi, oui, prenez-la sous les bras, doucement. Toi, non. Allongez-la ici sur cette dalle. Toi, non, tu m'entends? Elle s'est évanouie. Il faut que je m'occupe d'elle. C'était son fiancé, vous comprenez? Son fiancé.